Chapitre 12. Pris au piège. L'attaque des pirates avait été une franche surprise. Preuve évidente que le perfide Crochet ne l'avait pas mené selon les règles, car pour surprendre des Picaninny, les Blancs doivent se lever matin. D'après les lois non écrites de la guerre sauvage, c'est toujours aux Picaninny d'attaquer, et toujours juste avant l'aube, sachant qu'à cette heure-là, le courage des Blancs est à son point mort. Entre-temps, les hommes blancs ont élevé une palissade grossière, là-bas, à la crête d'une ondulation du terrain, au pied de laquelle coule une rivière. Camper trop loin de l'eau serait signer son arrêt de mort. Donc, à l'abri de leur retranchement, ils attendent l'assaut, les novices piétinant le sol, cramponnés à leurs revolvers, tandis que les vétérans dorment tranquillement jusqu'à l'heure fatidique. Tout au long de cette longue nuit, les Picaninny se glissent parmi les herbes à la manière des serpents, sans montrer un poignard. Les broussailles se referment sur eux aussi silencieusement que le sable sur la taupe qui s'y enfonce. Aucun son ne se perçoit, sauf quand ils se livrent à une merveilleuse imitation du cri solitaire du coyote. À cet appel répondent d'autres braves. Certains y réussissent mieux que les coyotes eux-mêmes, tout compte fait peu doués pour cet art. Ainsi s'écoulent ces heures glaciales, et la longue attente éprouve cruellement les nerfs du visage pâle qui y est soumis pour la première fois. Mais pour les oreilles des vieux briscards, ces cris horribles, suivis de silence plus horrible encore, indiquent simplement que la nuit suit son cours. Telle est la procédure normale, et Crochet la connaissait si bien qu'il ne pouvait mettre son entorse au protocole sur le compte de l'ignorance. Pour leur part, les Picaninny avaient une entière confiance dans son sens de l'honneur, et toute leur conduite au cours de cette nuit contraste sévèrement avec celle du capitaine des pirates. Ils ne négligèrent rien de ce qui pouvait contribuer à la réputation de leur tribu. Avec cette alacrité des sens qui fait l'admiration et le désespoir de leurs ennemis, ils surent que les pirates étaient dans l'île dès l'instant où le premier d'entre eux marcha sur une brindille sèche. Et l'instant d'après, les cris des coyotes débutaient. Chaque pouce de terrain compris entre le lieu de débarquement des forces ennemies et la maison sous les arbres fut exploré par des éclaireurs qui chaussaient leurs mocassins, le talon tourné vers l'avant. Ils ne découvrirent qu'une seule butte qui eut un cours d'eau à ses pieds, si bien que Crochet n'avait pas le choix. Il devait s'établir là et y attendre le moment qui précède l'aube. Chaque détail ayant été réglé avec une précision diabolique, le gros des troupes Picaninny s'enveloppèrent dans leur couverture et, de cette manière flegmatique qui représente pour eux le summum de la virilité, ils s'assirent à croupe-ton au-dessus de la maison des enfants, attendant l'heure terrible où ils sèmeraient la mort blême. Comme il rêvait, tout éveillé, aux tortures exquises qu'il lui infligerait au lever du jour, ces confiants Picaninny furent découverts par leur déloyal adversaire. D'après les récits des quelques rares rescapés du carnage, Crochet ne se serait pas arrêté un seul instant sur la butte. Pourtant, il ne pouvait pas ne pas la voir dans la clarté grise de l'avant-aube. Pas un moment, l'idée d'attendre qu'on l'attaque ne l'effleura, et il ne patienta même pas jusqu'à la fin de la nuit pour leur tomber dessus. Que pouvaient faire ces guerriers déconcertés, experts comme ils l'étaient en toute espèce de ruse de guerre, sauf celle-là, sinon trotter désespérément derrière lui, s'exposant à découvert, sans cesser de moduler le cri coyote avec des inflexions pathétiques. Autour de la vaillante lys tigrée se tenait une douzaine de braves, parmi les plus costauds. Ils virent soudain les pirates sans scrupules fondre sur eux. Alors tomba le voile à travers lequel leurs yeux avaient contemplé la victoire. Adieu, torture autour du poteau. À eux de partir pour les bienheureux terrains de chasse célestes. Ils le savaient, et cependant ils se comportèrent en dignes fils de leur père. Il leur eût été encore possible, s'ils s'étaient levés promptement, de se grouper en une phalange difficile à forcer. Mais les traditions de la tribu le leur interdisaient. Il est écrit que le noble Picaninny ne doit jamais montrer sa surprise en présence des Blancs. Quelque terrible qu'ait pu leur sembler l'apparition soudaine de pirates, ils restèrent immobiles, sans broncher, comme si l'ennemi était venu sur invitation. La tradition ayant été respectée, alors seulement ils saisirent leurs armes. L'air retentit de cris de guerre. Mais il était trop tard. Il ne nous appartient pas de décrire ce combat.
ou plutôt ce massacre. Cette nuit-là fut moissonnée la fine fleur de la chevalerie picaninienne. S'ils moururent, ce ne fut pas sans être vengés. Car avec Loup Maigre tomba Alf Mason, terreur de la mer des Caraïbes. D'autres encore mordirent la poussière, tels F. Léo de Dieu, Charles Asteté et cette vieille baderne de Fogerty. Turley fut fauché par le tomahawk du terrible Panthère, qui se tailla finalement un chemin à travers les rangs des flibustiers avec Listigre et le pauvre reste de la tribu. À l'historien de décider jusqu'à quel point Crochet mérite d'être blâmé pour sa tactique. Eût-il attendu sur la butte l'heure réglementaire de l'attaque, lui et ses hommes eussent été massacrés. Dès lors qu'on le juge, il est juste d'en tenir compte. Du moins aurait-il pu informer l'adversaire qu'il se proposait de suivre une nouvelle méthode. D'un autre côté, dès l'instant que l'effet de surprise était détruit, sa stratégie devenait caduque. De quelque point de vue qu'on l'envisage, le problème se hérisse de difficultés. Du reste, on ne peut se retenir d'admirer, bien qu'à contre-cœur, l'esprit qui conçut ce plan audacieux et le génie cruel qui mena à bien l'entreprise. Mais Crochet lui-même, que ressentait-il en cette heure de triomphe ? Ses acolytes auraient donné gros pour le savoir, tandis qu'à une distance respectable de sa griffe, il haletait péniblement en nettoyant leurs coutelas et lorgnait de leurs yeux de furet cet homme hors du commun. Si l'orgueil du triomphe gonflait son cœur, du moins son visage demeurait-il impassible. Énigme ténébreuse, à jamais solitaire. Il se tenait, de corps comme d'esprit, à l'écart de ses hommes. Cependant, la besogne n'était pas terminée. Il n'était pas venu pour détruire les Pickaninnies. Ceci n'était que les abeilles qu'il faut enfumer pour parvenir jusqu'au miel. Ce qu'il voulait, c'était Pan, Wendy et toute la bande, mais surtout Pan. On s'étonnera qu'un petit garçon comme Peter pût inspirer une telle haine à cet homme. Il est vrai qu'il avait jeté le bras de Crochet au crocodile. Mais même ce fait, et l'insécurité permanente qui en résultait, étant donné l'opiniâtreté du crocodile, justifiait difficilement un désir de vengeance aussi implacable. Il y avait chez Peter un je ne sais quoi qui exaspérait le pirate jusqu'à la transe. Ce n'était pas son courage, ni même sa tournure avenante. Ce n'était pas non plus... Mais pourquoi tourner autour du pot, puisque nous savons très bien ce que c'était, et le moment est venu de le dire. C'était le toupet de Peter. Voilà ce qui agaçait Crochet, et sa griffe en tremblait de rage. La nuit, ce toupet l'obsédait tel un insecte fastidieux. Aussi longtemps que Peter vivrait, cet homme ressentirait le supplice d'un lion encagé avec un moineau. La question qui se posait maintenant était de savoir comment faire pour descendre par ces arbres, ou comment faire descendre ces hommes. Il les examina un à un de son regard en vrille, cherchant à distinguer les plus maigres. Eux se trémoussaient, mal à l'aise, sachant qu'il ne se ferait aucun scrupule de les y enfoncer jusqu'en bas avec des perches. Et les enfants, pendant ce temps-là, nous les avons laissés transformer au premier choc des armes en statues de pierre, bouche bée, tout suppliants et les bras tendus vers Peter. Nous les retrouvons à présent, bouche refermée et les bras ramenés le long du corps. Le tohu-bohu là-haut a cessé aussi soudainement qu'il commença, comme passe une bourrasque orageuse. Mais ils savaient qu'au passage, elle avait décidé de leur sort. Quel parti était le vainqueur ? Les pirates, qui tendaient anxieusement l'oreille à l'orifice de chaque arbre, entendirent cette question posée par les garçons. Hélas, ils entendirent aussi la réponse. Si les Pickaninnies ont gagné, ils vont battre le tambour en signe de victoire. Monsieur Mouche avait trouvé le tam-tam et en ce moment était assis dessus. Jamais plus vous n'entendrez le tam-tam. Marmonna-t-il, de façon inaudible bien sûr, car Crochet leur avait enjoint de se taire. À sa grande surprise, le capitaine lui fit signe de taper sur le tam-tam. Lentement, le sens de ce diabolique stratagème se fraya un chemin sous le crâne épais de Monsieur Mouche. Jamais sans doute cette âme naïve n'avait autant admiré son chef. Waouh. Par 2 fois, Monsieur Mouche battit du tambour, puis écouta joyeusement. Le tambour, une victoire pour les braves. Les malheureux enfants lui répondirent par des acclamations qui résonnèrent comme une musique divine aux oreilles scélérates qui écoutaient là-haut.
Presque aussitôt, ils renouvelèrent leurs adieux à Peter, ce qui surprit les pirates. Mais leur étonnement fit place à un sentiment mesquin de soulagement. Ils n'auraient pas à descendre, puisque l'ennemi s'apprêtait à monter. Ils échangèrent des sourires, tout en se frottant les mains d'avance. Rapidement, et sans faire de bruit, Crochet donna des ordres. Un homme posté à chaque arbre, les autres rangés en file à 2 mètres de distance.